C'est un scandale qui accable la Maison-Blanche. Selon des rapports internes de Twitter, le gouvernement américain a fait pression sur l'Oiseau Bleu pour qu'il intervienne sur des comptes et des publications pendant la crise de Covid-19. Des documents transmis par l'actuel patron de Twitter, Elon Musk, à la presse. Parmi eux, David Zweig, journaliste pour The Free Press, qui, après avoir épluché les documents, a dénoncé des manipulations du réseau social sous pression étatique. Lors de mon examen des fichiers internes, j'ai trouvé d'innombrables cas de tweets qualifiés de trompeurs ou entièrement supprimés, déclenchant parfois des suspensions de comptes, simplement parce qu'ils s'écartaient des directives du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies ou différaient des opinions de l'institution. Selon les rapports en question, les administrations Trump et Biden sont mises en cause. Sous le mandat du 45e président américain, son administration aurait exercé des pressions sur des entreprises comme Facebook, Google ou Twitter au nom de la lutte contre la désinformation, en occultant volontairement certaines publications ou comptes. L'administration Biden, quant à elle, aurait multiplié les réunions avec des dirigeants de Twitter. Objectif, intensifier la chasse aux comptes d'utilisateurs qui gênaient la Maison-Blanche. Selon un de ses rapports fournis à David Zweig, Washington a, sans complexe, forcé la main au réseau social. L'administration Biden n'était pas satisfaite de l'approche de modération de Twitter. Ils attendaient de l'entreprise qu'elle en fasse plus et qu'elle supprime certains comptes. Suite à cette déception, ils ont organisé de nombreuses autres réunions. Ils étaient très en colère. Autre volet qui incrimine le gouvernement américain, la modération de sujets médicaux par des bots, des logiciels programmés pour rechercher des mots-clés, et par des sous-traitants basés aux Philippines. Twitter a bel et bien supprimé les opinions, dont beaucoup émanaient de médecins et d'experts scientifiques, qui étaient en conflit avec les positions officielles de la Maison-Blanche. En conséquence, des conclusions et des questions légitimes qui auraient élargi le débat public ont disparu. Ce mardi, le patron de Twitter, Elon Musk, a enfoncé le clou, assurant que toutes les entreprises de médias sociaux s'adonnaient à la censure, parfois sous directive gouvernementale. Et pour en parler, nous recevons Pedro Guanaes Neto. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable numérique du mouvement politique République Souveraine. Alors, ces enquêtes sur le fonctionnement du réseau social qui ont été publiées avec le soutien d'Elon Musk, le propriétaire de Twitter, révèlent une forme de censure. Est-ce que finalement c'est devenu un phénomène courant, cette censure sous directive gouvernementale ? Alors déjà, je note quelque chose, une évolution dans le discours d'Elon Musk. Il n'emploie plus le terme réseau social, mais média social. Et je pense que cette notion-là est on va dire, fondamentale pour comprendre un peu ce qui joue. Parce qu'effectivement, si on part d'un principe que Facebook, Twitter, etc. sont des réseaux sociaux, on échange les photos de ses chiens, de ses enfants, de ses vacances, etc. Mais si on les pense comme des médias, effectivement, on peut imaginer qu'il y ait une ligne éditoriale, qui est une rédaction en chef et donc une influence de cette ligne éditoriale. Et donc c'est en fait ce qui s'est passé depuis le départ. C'est-à-dire que là où il y a eu une espèce de mensonge aux utilisateurs, c'était de leur faire croire que tout ça était libre, que l'information allait circuler, on va dire, avec la liberté d'expression, alors qu'en fait, dès le départ, ce sont des médias. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément été pensé mais c'est devenu des médias. Et l'influence, par exemple, de la Maison-Blanche ou des politiques, peu importe, des pays, sur ces médias-là, on va dire, elle existe déjà dans les médias traditionnels. Que ce soit à la presse écrite ou télévision, oui, il y a une ligne éditoriale. En particulier quand il y a des situations, on peut considérer que la pandémie est une situation de crise critique sur lequel souvent les gouvernements mettent, on va dire, certaines informations sous clé, contrôle, etc. On peut voir dans les situations de guerre aussi. Et donc, peut-être que ce qui paraît très choquant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on découvre qu'ils ne se sont comportés que comme d'autres médias, en fait. C'est-à-dire que quand la Maison-Blanche dit « on ne traite pas tel sujet », les médias, les grands médias s'exécutent. En France, c'est la même chose. C'est-à-dire que si l'Élysée dit « ce sujet-là est sensible, représente un problème de sûreté pour l'État », le sujet ne sera pas traité. Et donc, les différentes rédactions vont recevoir « on ne traite pas ça » ou on prend un tel angle, etc. Donc, c'est vrai que Elon Musk a l'air d'arriver comme le chevalier blanc pour dire « oh là là, c'est grave », etc. Mais
en fait, ils se sont exécutés en sachant que l'enjeu pour les réseaux sociaux et pour ces entreprises-là, c'est contrairement à la presse traditionnelle, qui est régulée, du moins qui a un certain nombre de lois, ils échappent aussi à ça. Donc pour éviter probablement aussi une régulation de la part de l'État, ils font beaucoup de zèle. Et c'est là où effectivement ça devient problématique, on le voit avec des sous-traitances, des bots, etc. C'est qu'ils font toujours plaisir à celui qui est en place. On le voit puisqu'ils faisaient plaisir aussi bien à l'administration Trump qu'à l'administration Biden. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, sur cet aspect-là, on va dire, ils vont là où va le vent. Donc c'est vrai que, voilà. Mais alors, il y a tromperie pour l'utilisateur, puisque quand on est utilisateur de Twitter ou de Facebook ou autre, c'est un réseau social. On sait qu'on ne se lance pas dans un média, justement. Ben, je pense que justement, c'est ça l'erreur. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de nouveau concept, ce qu'on appelle les user-generated content, c'est-à-dire le contenu généré par les utilisateurs. Et en fait, c'est un média dont nous-mêmes, on génère le contenu, que ce soit les journalistes, les agences de presse, etc. Ils créent du contenu qui s'agrège dans ce média-là. Et donc ce média qui est Twitter. Et donc ce média décide ou pas de mettre en avant ce qu'il a envie pour gagner plus d'argent. Et donc en fait, c'est juste une question de choix éditorial de leur part. Sauf que c'est pas dit. Et donc les gens ont l'impression que quand ils vont faire quelque chose, par exemple une ligne, on va dire, d'un seul coup un scandale qui va correspondre à quelque chose qui va créer beaucoup d'engagement, donc beaucoup de revenus pour Twitter, va être mis très en avant. On pense en particulier à tous les scandales liés au genre, etc., qui souvent sont très mis en avant, et d'autres qui peuvent être très graves, mais qui ne sont pas du tout parce que ça ne rapporte pas. Et donc c'est vrai que là-dessus, oui, les utilisateurs, je pense que c'est important maintenant qu'ils prennent conscience que, comme on l'a toujours dit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et en fait, on était nous-mêmes contributeurs, entre guillemets, à ce média géant. On est contributeurs à ce média. Et d'ailleurs, on le voit, par exemple, la censure qu'a subi RT France, par exemple, en Europe, c'est bien un choix éditorial. C'est-à-dire, on fait un choix de flaguer donc, des journalistes en disant qu'ils sont affiliés à un État. On fait le choix de supprimer du contenu ou d'empêcher sa visibilité. C'est un choix éditorial. Puisque si ce n'était pas un choix éditorial, on supprimerait directement les comptes. Là, on limite la visibilité de manière voulue. Donc c'est vraiment, je pense que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, qu'on est face à des plateformes, et Facebook la même chose, qui font des choix éditoriaux en fonction de leur propre agenda à eux. Justement, est-ce que finalement, au nom de la liberté, ou plutôt de la lutte contre la désinformation, les réseaux sociaux, médias aujourd'hui sociaux prennent des libertés qui finalement mettent en danger la liberté même d'expression et d'opinion ? Alors pour moi, la question est toujours de savoir quelle idéologie il y a derrière ces sociétés-là. En particulier, dans la Silicon Valley, pour moi, il y a une idéologie assez forte qui est le libertarianisme, qui pousse très fort, qui est très avancée sur les questions sociétales, mais aussi très conservateur sur les questions économiques. C'est-à-dire que ça crée une espèce de mix très bizarre qui fait qu'en fonction de là où on se situe ce spectre politique, on va le voir soit de gauche, soit de droite. Mais en fait, c'est ni l'un ni l'autre. On va dire, ils sont et à la fois l'un et à la fois l'autre. Et donc c'est vrai que là-dessus, ils poussent leur propre agenda. Moi, je suis convaincu que sur ces questions-là, on le voit de manière régulière, sur les questions économiques, dès que vous remettez en cause, on va dire, Uber, d'autres sociétés comme ça disparaît très vite sur ces questions sociales, ou même on voit l'argent dépensé par Amazon pour empêcher l'émergence de syndicats aux États-Unis. Donc ils ont un vrai pouvoir économique là-dessus. Mais sur des questions on peut dire secondaires, de société, la GPA, etc., ils vont pousser plus de libéralisme. Donc effectivement, ils poussent leur propre agenda et diffusent leurs idées, même si pour l'instant, effectivement, c'est des groupes qui restent minoritaires, même s'ils sont composés souvent de gens très riches, comme Elon Musk. Elon Musk partage cette idéologie et la pousse très fort. Et d'ailleurs, il était très fâché pendant la pandémie, et je pense que c'est pour ça qu'il sort les Twitter Files sur la pandémie, très fâché qu'on empêche ses employés de venir dans les usines, puisque pour lui, la liberté de venir travailler était supérieure au fait qu'il y ait une pandémie. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est le choix individuel de chacun de venir travailler, de prendre son risque. Merci beaucoup, en tout cas, Pedro Gones Neto, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes responsable numérique du mouvement politique République souveraine.